Vous n'êtes pas laide, juste un peu négligée. Et vous devriez m'épouser. Lucie Dubois n'en croyait pas ses oreilles. Elle était là, à fouiller les restes de nourriture dans une poubelle de la place Bellecour à Lyon, lorsqu'un homme impeccablement vêtu, dans un costume de coupe irréprochable, s'approcha et lui fit la proposition la plus absurde qu'elle ait entendue de ses 32 ans d'existence. Il s'agenouilla sur le champ au milieu de la foule affairée, tenant une petite boîte rouge avec une bague qui scintillait sous la lumière du crépuscule. « Je sais que vous ne me connaissez pas, » dit l'homme, ignorant les regards curieux des passants qui commençaient à s'attrouper autour d'eux. « Mon nom est Antoine Leclerc, et j'ai désespérément besoin de votre aide. » Lucie recula de quelques pas, serrant fort le sac en toile où elle rangeait ses maigres possessions. Ses cheveux châtains étaient ébouriffés. Ses vêtements déchirés et sales racontaient l'histoire des 6 derniers mois passés à vivre dans la rue. Mais ses yeux bruns conservaient encore une étincelle d'intelligence qui avait attiré l'attention d'Antoine dès l'instant où il l'avait aperçu. « Êtes-vous fou ?» murmura-t-elle, regardant autour d'elle et remarquant que plusieurs personnes s'étaient arrêtées pour assister à la scène. « Levez-vous de là, vous vous couvrez de ridicule. »« Je ne suis pas fou, je suis désespéré, » répondit Antoine sans bouger de sa position. « Je dois me marier avant la fin du mois, sinon je perdrai tout ce que j'ai bâti dans la vie. » Lucie ressentit un mélange de colère et de honte. Comment cet homme osait-il apparaître de nulle part et faire une proposition aussi humiliante? Elle, qui avait été une professeure de littérature respectée à l'université Lumière Lyon 2, était maintenant traitée comme quelqu'un ayant besoin de charité. « Je n'ai pas besoin de votre pitié, » dit-elle en essayant de passer à côté de lui. « Cherchez quelqu'un d'autre pour vos jeux. » Mais Antoine se leva rapidement et lui barra le chemin, gardant toujours une distance respectueuse. « Ce n'est pas de la pitié, c'est une affaire, un contrat. Vous m'aidez, je vous aide. C'est aussi simple que ça. Quel genre d'aide un homme comme vous pourrait-il attendre de quelqu'un comme moi ?» Lucie croisa les bras, défiante. « Mon grand-père a laissé une clause dans son testament. Pour hériter de l'entreprise familiale, je dois être marié avant mes 35 ans. J'ai exactement 23 jours pour trouver une épouse. Sinon tout reviendra à ma cousine Sabine. » Lucie étudia son visage. Antoine avait des traits marqués, des yeux bleus pénétrants et semblait avoir environ 34 ans. Son costume était manifestement cher, de coupe italienne. La montre à son poignet, une Patek Philippe, semblait coûter plus que ce qu'elle gagnait en un an lorsqu'elle travaillait encore. Mais il y avait quelque chose dans son expression qui ne semblait pas fin. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle, toujours méfiante. « Il y a des milliers de femmes à Lyon qui accepteraient de vous épouser pour votre argent. »« Pourquoi vous ne voulez pas mon argent ?» répondit Antoine, rangeant l'écrin de la bague dans la poche de sa veste. « Je vous ai vu ici sur la place plusieurs fois ces dernières semaines, toujours polie avec tout le monde, toujours reconnaissante, même quand les gens vous traitent mal. Vous avez de la dignité, et c'est rare. » Lucie sentit un nœud dans la gorge. Il y avait si longtemps que quelqu'un lui parlait avec respect, qu'elle avait presque oublié ce que cela faisait. « Vous ne savez rien de moi, » murmura-t-elle. « Je sais que vous n'avez pas toujours été ainsi, » dit Antoine en désignant ses vêtements. « Je sais que quelque chose s'est passé dans votre vie qui vous a mené ici, et je sais que vous n'êtes pas là par choix. » Les larmes commencèrent à monter aux yeux de Lucie, mais elle les retint avec force. Elle n'allait pas pleurer devant un étranger. « Même si je voulais vous aider, ce que vous proposez est une folie. Le mariage n'est pas un jeu. Ce serait seulement sur le papier, » expliqua Antoine, « un accord commercial. Vous m'épousez, vous m'aidez à obtenir l'héritage, et après quelques mois, nous divorçons. En échange, je vous donne une somme qui vous permettra de reconstruire votre vie. » Lucie regarda autour d'elle sur la place. Peu à peu, les gens perdirent leur intérêt et reprirent leur chemin. Le soleil se couchait, et bientôt, elle devrait trouver un endroit sûr pour passer une nuit de plus. 6 mois dans la rue avaient suffi à briser tout romantisme qu'elle aurait pu avoir sur la vie. « Combien ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même. 150 000 €. Lucie sentit ses jambes flageoler. C'était une somme suffisante pour tout recommencer. Être même quitter Lyon et commencer une nouvelle vie ailleurs. Et que devrais-je faire exactement? Vivre chez moi, apparaître à quelques événements sociaux avec moi, rencontrer ma famille, convaincre mon grand-père que nous sommes un vrai couple. Pendant combien de temps? 6 mois au maximum. Après cela, nous invoquerons l'incompatibilité et nous nous séparerons. Lucie garda le silence quelques minutes, traitant la proposition. C'était risqué, mais quelle alternative avait-elle vraiment? Continuer à dormir sur des bancs de la place, chercher de la nourriture dans les poubelles, fuir des individus dangereux à l'aube. « J'ai des conditions, » dit-elle finalement. « Lesquelles? Pas d'intimité physique, chambre séparée. Et quand tout cela sera terminé, vous m'aidez avec quelque chose que je dois résoudre. » Quel genre de chose? Lucie hésita. Serait-il possible de faire confiance à cet homme? Elle avait déjà fait confiance à des gens et cela s'était très mal passé.
Je dois blanchir mon nom. J'ai été accusé injustement de quelque chose que je n'ai pas fait, et cela a détruit ma carrière et ma vie. Antoine l'observa attentivement. Il y avait une douleur profonde dans ses yeux, une blessure qui n'avait pas encore cicatrisé. « J'accepte vos conditions, dit-il. Quand voulez-vous commencer ? » « Pas maintenant, répondit Lucie rapidement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps ? 2 jours. Antoine sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Voici l'adresse de ma maison à Caluire et Cuire. Si vous décidez d'accepter, présentez-vous là, bas jeudi, à 19h. Si vous n'apparaissez pas, je comprendrai que vous ne voulez pas le faire. Lucie prit la carte. Le papier était épais, cher, avec des lettres dorées en relief. L'adresse était dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. « Et si je vole quelque chose chez vous ?» demanda-t-elle, le mettant à l'épreuve. « Alors j'aurais choisi la mauvaise personne, » répondit Antoine avec un demi-sourire, « mais je ne crois pas que vous le ferez. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta et regarda en arrière. « Lucie, c'est votre nom, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, surprise qu'il le sache. « Indépendamment de votre décision concernant ma proposition, il y a un centre d'hébergement à 2 rues d'ici qui sert le dîner jusqu'à 20h. La nourriture est bonne, et les gens sont corrects. » Et sur ce, Antoine s'éloigna, laissant Lucie seule avec la carte à la main et la tête pleine de pensées confuses. Cette nuit-là, allongée sur un banc de la place Bellecour, utilisant son sac comme oreiller, Lucie ne put dormir. La proposition d'Antoine résonnait dans son esprit. C'était une opportunité de sortir de cette situation terrible, mais cela semblait aussi trop beau pour être vrai. Combien de fois dans la vie quelqu'un apparaît-il de nulle part offrant une solution magique ? Elle connaissait bien les contes de fées. Elle avait enseigné la littérature pour enfants pendant des années et savait que dans la vraie vie, les choses ne fonctionnaient pas comme dans les livres. Il y avait toujours un prix à payer, toujours un piège caché. Mais 150 000 €, c'était une somme suffisante pour enquêter correctement sur ce qui s'était passé à l'université, pour engager un avocat compétent, pour avoir les ressources nécessaires pour lutter contre les mensonges qui avaient détruit sa carrière. Pour prouver qu'elle n'avait jamais commis de plagiat. Le froid de l'aube la fit se recroqueviller davantage dans son manteau usé. Dans 2 jours, elle prendrait une décision qui pourrait changer complètement le cours de sa vie. Le jeudi à 19h précise, Lucie se tenait devant le portail de la demeure d'Antoine. Elle avait passé les 2 jours précédents à réfléchir obsessivement à la proposition, pesant le pour et le contre jusqu'à en avoir mal à la tête. La maison était encore plus imposante qu'elle ne l'avait imaginé. 3 étages, un jardin impeccable, un portail électrique avec interphone. C'était le genre d'endroit où elle n'aurait jamais cru mettre les pieds. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Reprenons. Elle appuya sur le bouton de l'interphone d'une main tremblante. « Bonsoir », dit une voix féminine de l'autre côté. « Bonsoir, je suis Lucie. Antoine m'a invité à venir aujourd'hui. » Un instant, s'il vous plaît. Quelques secondes plus tard, le portail s'ouvrit automatiquement. Lucie marcha à travers le jardin vers la porte principale, se sentant complètement déplacée. Ses vêtements propres, elle avait réussi à prendre une douche au centre d'hébergement qu'Antoine avait mentionné, restaient vieux et usés. La porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu le temps de sonner. Une femme d'âge mûr, bien vêtue, et à l'expression sérieuse, la reçut. « Bonsoir. Je suis Madame Leroy, la gouvernante de la famille Leclerc. Monsieur Antoine vous attend au salon. » Lucie suivit Madame Leroy à travers un vestibule qui semblait plus grand que n'importe quel appartement où elle avait vécu. Des tableaux coûteux décoraient les murs et un lustre en cristal de baccarat pendait du haut plafond. Antoine était assis dans un fauteuil en cuir, lisant des papiers. Quand il la vit entrer, il se leva immédiatement. « Lucie, quel plaisir que vous soyez venue. J'avais dit que je viendrais, » répondit-elle, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. « Madame Leroy, pouvez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît ?» La gouvernante hocha la tête et se retira, non sans jeter un regard évaluatif à Lucie. « Asseyez-vous, » dit Antoine en faisant un geste vers le canapé. « Voulez-vous quelque chose? De l'eau? Un café? Un thé? Je vais bien, merci. » Lucie s'assit au bord du canapé, le dos droit et les mains jointes sur ses genoux. Antoine retourna à son fauteuil. « J'imagine que vous avez beaucoup réfléchi à ma proposition. J'ai réfléchi et j'ai quelques questions supplémentaires. Bien sûr, vous pouvez demander ce que vous voulez. Votre famille sait que le mariage sera faux? Non. Et elle ne doit pas le savoir. Mon grand-père est très traditionnel, et s'il découvre que c'est une farce, non seulement il me déshéritera, mais il pourrait même me poursuivre en justice pour fraude. Et vos amis, vos employés penseront que ce fut des fiançailles éclairs? Ça arrive, les gens jaseront pendant quelques semaines, et puis ils oublieront. Et à propos de moi, ne voulez-vous pas savoir qui je suis vraiment avant de me faire entrer chez vous? » Antoine se pencha en avant, appuyant les coudes sur ses genoux. « Je sais que vous étiez professeur d'université.
Je sais que quelque chose s'est passé qui vous a fait perdre votre emploi. Je sais que vous n'avez pas de famille ici à Lyon, car sinon vous ne vivriez pas dans la rue. Et je sais que vous êtes une personne intègre, même dans une situation désespérée. Comment savez-vous tout cela? Je vous ai observé. J'ai parlé avec certaines personnes qui travaillent dans le quartier de la place Bellecour. Je n'ai pas engagé de détective privé ni rien de si invasif. Si c'est ce que vous pensez. Lucie fut impressionnée. Il avait vraiment pris la peine de l'enquêter un minimum. Et si j'accepte et qu'ensuite je change d'avis en cours de route, alors nous en discuterons et trouverons une solution. Je ne veux pas que quiconque se sente piégé dans cet accord. Et l'argent? Quand le recevrai-je? La moitié maintenant. La moitié quand nous divorcerons. Lucie respira profondément. C'était une proposition juste, compte tenu des circonstances. J'accepte, dit-elle finalement. Antoine sourit pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Excellent. Nous devrons nous marier le plus rapidement possible. J'ai pensé à faire un mariage civil lundi, si vous êtes d'accord. Si vite, plus nous attendons, plus le risque que mon grand-père commence à poser des questions est grand. Il se doute déjà de quelque chose, car il ne m'a jamais vu avec une petite amie sérieuse. Je comprends. Et où resterai-je jusqu'à la cérémonie? Ici, si vous voulez, ou je peux vous payer un hôtel. Lucie regarda autour d'elle dans le salon luxueux. La perspective de dormir dans un vrai lit pour la première fois depuis des mois était tentante. Mais cela la rendait aussi nerveuse. Je crois que mieux vaut un hôtel, au moins jusqu'à ce que nous soyons officiellement mariés. Pas de problème, Madame Leroy peut vous emmener dans un bon endroit. Antoine se leva et se dirigea vers un bureau dans le coin du salon. Il ouvrit un tiroir et en sortit une épaisse enveloppe. Voici la première moitié du paiement, dit-il, lui tendant l'enveloppe. 75 000 €. Lucie prit l'enveloppe de main tremblante. Elle n'avait jamais eu autant d'argent de sa vie. C'était surréaliste. Merci, murmura-t-elle. Il y a une chose de plus dont nous devons parler, dit Antoine en se rasseyant. Demain matin, nous devrons acheter des vêtements pour vous, pour les événements sociaux et pour rencontrer ma famille. Lucie regarda ses propres vêtements et rougit. Bien sûr, elle aurait besoin d'une garde-robe adéquate pour jouer le rôle d'épouse d'un riche homme d'affaires. Je paie, ajouta Antoine rapidement, remarquant son malaise, c'est une partie de l'accord. D'accord. Et nous devrons aussi parler de notre histoire. Comment nous nous sommes rencontrés? Depuis combien de temps nous sommes ensemble? Ce genre de choses. Nous devons être sur la même longueur d'onde pour quand les gens poseront des questions. Avez-vous déjà pensé à une version? Quelques idées. Que diriez-vous si nous disions que nous nous sommes rencontrés dans une librairie? Vous achetiez un livre de littérature classique. Nous avons commencé à parler d'écrivains français, et ce fut le coup de foudre. Lucie faillit sourire. C'était une histoire plausible et proche de la vérité sur qui elle était réellement. Ça pourrait fonctionner. Excellent. Madame Leroy vous emmènera à l'hôtel maintenant. Demain à 9 h du matin, je passerai vous chercher et nous irons faire du shopping. Ils se levèrent en même temps. Pendant un instant, ils restèrent debout l'un en face de l'autre, ne sachant trop comment se dire au revoir. Ils n'étaient plus des étrangers, mais pas encore des intimes. Lucie, dit Antoine, je sais que c'est étrange et un peu fou, mais merci d'avoir accepté de m'aider. Merci de me donner cette opportunité, répondit-elle. Madame Leroy apparut à la porte comme si elle avait attendu le moment opportun. Je suis prête à emmener mademoiselle à l'hôtel, annonça-t-elle. Dans la voiture, sur le chemin de l'hôtel, Lucie regarda par la fenêtre les rues illuminées de Lyon. 24 heures auparavant, elle dormait sur un banc de la place Bellecour. Maintenant, elle était assise sur le siège en cuir d'une voiture de luxe avec 75 000 € dans un nouveau sac qu'Antoine avait insisté pour lui acheter. La vie pouvait changer très vite. Elle le savait mieux que quiconque. L'hôtel où Madame Leroy la conduisit était discret mais élégant, près du parc de la Tête d'Or. La chambre disposait d'un lit king size, d'une salle de bain privée avec baignoire et d'une vue partielle sur le parc. Lucie resta debout au milieu de la pièce quelques minutes, observant simplement les alentours. Puis elle alla à la salle de bain, ouvrit les robinets de la baignoire et laissa les larmes enfin couler. Des larmes de soulagement, de gratitude, de peur, d'espoir. Tous les sentiments qu'elle avait contenus durant les derniers mois firent surface d'un seul coup. Elle resta dans la baignoire plus d'1 heure, laissant l'eau chaude détendre des muscles qui avaient été tendus pendant très longtemps. Quand elle sortit enfin, elle se regarda dans le miroir et vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas complètement. Ses cheveux étaient encore abîmés et en désordre. Sa peau était desséchée et marquée par le soleil et le froid, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Le lendemain matin, Antoine apparut ponctuellement à 9 heures. Lucie l'attendait dans le hall de l'hôtel, vêtue des mêmes vêtements que la veille, mais au moins propre et repassée. « Bonjour » la salua-t-il. « Vous avez bien dormi? Mieux que depuis des mois » répondit-elle honnêtement. Dans la voiture, en route vers le centre commercial, Antoine expliqua le programme de la journée. « Nous allons d'abord au centre commercial de la Part-Dieu. Là,
Il y a plusieurs bonnes boutiques où nous pourrons trouver tout ce dont vous avez besoin. Après, nous irons dans un salon de coiffure que m'a recommandé ma secrétaire. Je ne veux rien de trop extravagant, dit Lucie. Je ne me sens pas à l'aise avec les excès. Je comprends. Nous y allons tranquillement, et vous choisissez ce qui vous fait vous sentir bien. Le premier arrêt fut dans une boutique de vêtements féminins de créateurs. Lucie se sentit intimidée par les prix et l'attention des vendeurs, mais Antoine fut patient et l'encouragea à essayer plusieurs options. « Cette robe vous va à merveille », commenta-t-il quand elle sortit de la cabine d'essayage, vêtue d'une robe midi bleu marine. Lucie se regarda dans le miroir et dut admettre qu'il avait raison. Le tissu de qualité et la coupe parfaite transformaient complètement son apparence. « C'est très cher », murmura-t-elle en regardant l'étiquette. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Choisissez ce que vous aimez. » Ils passèrent 3 heures au centre commercial, achetant des robes, des chemisiers, des pantalons, des chaussures, des accessoires et même de la lingerie adaptée. Antoine garda toujours une posture respectueuse, donnant des avis quand elle les demandait, mais lui laissant les décisions finales. Au salon de beauté, la transformation fut encore plus spectaculaire. Le styliste coupa et hydrata ses cheveux, révélant une couleur châtain brillante qu'elle avait oublié posséder. La manucuriste et la pédicuriste firent en sorte que ses ongles aient l'air complètement différents, et le maquillage subtil rehaussa ses traits d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Quand elle se regarda dans le miroir à la fin de la journée, Lucie put à peine reconnaître son propre reflet. La femme qui la regardait était élégante, sophistiquée, belle. C'était celle qu'elle était avant que tout ne s'écroule. « Impressionnant », dit Antoine quand elle sortit du salon. « Vous êtes magnifique, Lucie. » Lucie rougit. Il y avait si longtemps que quelqu'un la trouvait ravissante. « Merci. Et merci pour tout cela. » Elle fit un geste vers les sacs de course dans la voiture. « C'est le moins que je puisse faire. Après tout, vous m'aidez avec un problème très sérieux. » De retour à l'hôtel, Antoine mentionna avec désinvolture. « Demain soir, nous dînerons chez mon grand-père. Il veut vous rencontrer. » Lucie sentit son estomac se nouer. N'était-ce pas censé être plus graduel? Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il m'a appelé ce matin en disant qu'il voulait rencontrer ma petite amie le plus tôt possible. Et s'il ne m'apprécie pas, il vous appréciera. Vous êtes intelligente, cultivée, vous avez une histoire intéressante. Il vous suffit de vous détendre et d'être vous-même. Et s'il découvre que tout est mensonge, Antoine arrêta la voiture au feu rouge et la regarda. Il ne le découvrira pas à moins que vous ne le lui disiez. Bien sûr que non, je ne le lui dirai pas. Alors, tout va bien. Mon grand-père est un homme simple malgré tout l'argent. Le caractère l'impressionne plus que le statut social. À l'hôtel, Lucie monta à sa chambre, portant toutes les sacs de shopping. Elle accrocha les nouveaux vêtements soigneusement dans l'armoire et arrangea les chaussures en rangée. C'était comme assembler une garde-robe pour un personnage qu'elle allait jouer, car c'était ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Jouer un rôle, le personnage de la petite amie amoureuse de l'homme d'affaires riche, une femme qui n'avait pas de secrets sombres dans le passé, qui n'avait pas tout perdu ce qui comptait, qui n'avait pas passé des mois à vivre dans la rue. Elle s'allongea sur le lit confortable et ferma les yeux, essayant de se préparer mentalement à ce qui l'attendait. Le dîner chez le grand-père d'Antoine était prévu pour 19h30 le lendemain soir. Lucie passa toute la journée nerveuse, se changeant plusieurs fois jusqu'à se décider pour la robe bleu marine qu'Antoine avait complimentée au magasin. Quand il arriva la chercher, il était visiblement nerveux aussi. « Mon grand-père est un peu intense », expliqua-t-il dans la voiture. « Il aime poser des questions directes et observe tout avec beaucoup d'attention. » « Quel genre de questions? Sur votre famille, votre formation, vos projets d'avenir, ce genre de choses. Et que dis-je à propos de ma famille? La vérité, si possible. Il est toujours plus facile de se souvenir de la vérité que des mensonges. » Lucie respira profondément. La vérité sur sa famille était compliquée, mais pas impossible à expliquer. La maison du grand-père d'Antoine était encore plus grande et plus imposante que celle de son petit-fils. Elle se trouvait dans le 6 arrondissement et offrait une vue spectaculaire sur la ville. Un majordome les accueillit à l'entrée et les conduisit jusqu'à une salle à manger formelle avec une table qui pouvait facilement accueillir 12 personnes. Monsieur Robert Leclerc était un homme de 73 ans, aux cheveux blancs, bien coupés, aux yeux bleus pénétrants comme ceux de son petit-fils, et à la posture qui irradiait l'autorité même assis. Il portait un costume sombre impeccable et une cravate grenat. « Grand-père, voici Lucie », dit Antoine, le bras légèrement posé sur son dos. « Lucie », répéta le grand-père en se levant et en marchant vers eux. « Enchanté de vous connaître, ma chère. Antoine a beaucoup parlé de vous. »« Le plaisir est le mien, monsieur Leclerc, » répondit Lucie, acceptant la main tendue de ce dernier. « S'il vous plaît, appelez-moi monsieur Robert. L'excès de formalité me met mal à l'aise. » Pendant le dîner servi par 2 employés silencieux, Robert bombarda Lucie de questions. Où était-elle née? Où avait-elle étudié? Quels livres aimait-elle lire? Quels étaient ses projets professionnels? Antoine m'a dit que vous étiez professeur d'université.
commenta Robert en coupant le saumon. C'est une profession très noble. Pourquoi avez-vous cessé d'enseigner? Lucie sentit sa gorge se dessécher. C'était la question qu'elle redoutait le plus. J'ai eu quelques problèmes lors de mon dernier emploi, répondit-elle avec précaution. J'ai décidé de prendre du temps pour repenser ma carrière. Quel genre de problème, grand-père? Intervint Antoine. Vous n'avez pas besoin d'interroger Lucie comme s'il s'agissait d'un interrogatoire. C'est bon, dit Lucie, touchant légèrement le bras d'Antoine dans un geste qui parut naturel. Ça ne me dérange pas d'en parler. Elle regarda Robert droit dans les yeux. J'ai été injustement accusé de plagiat académique. Quelqu'un a falsifié des preuves pour me nuire, et je n'ai pas pu prouver mon innocence à temps pour sauver ma carrière. C'est terrible, dit Robert. Et pour la première fois de la soirée, son expression s'adoucit. L'injustice est l'une des choses qui m'indignent le plus dans ce monde. C'est pourquoi je me concentre sur la réhabilitation de mon nom et la preuve de la vérité, continua Lucie, même si cela me prend des années. Et Antoine vous aide-t-il avec ça? Lucie regarda Antoine, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Il m'offre son soutien, dit-elle, aussi bien émotionnel que pratique. Excellent, c'est comme ça que ça doit être. Le couple doit être présent dans les moments difficiles. Le reste du dîner se déroula de façon plus tranquille. Robert raconta des histoires sur la construction de l'entreprise familiale. Antoine contribua avec quelques anecdotes amusantes, et Lucie réussit à se détendre progressivement. Lucie, dit Robert alors qu'il prenait le café à la fin du repas. Vous semblez être une jeune femme très intègre. Antoine peut se féliciter de son choix. Merci, monsieur Robert. Et quand comptez-vous vous marier? Lucie faillit s'étouffer avec son café. Eh bien, commença Antoine. Bientôt, l'interrompit Lucie, les surprenant tous les deux. Nous ne voyons aucune raison d'attendre longtemps quand nous savons ce que nous voulons. Robert sourit largement. Excellent. Des jeunes qui savent ce qu'ils veulent et ne tournent pas autour du pot. J'aime ça. Dans la voiture, de retour à l'hôtel, Antoine était clairement soulagé. Vous avez été parfaite, dit-il. Mon grand-père vous a beaucoup aimé. Comment le savez-vous? Par la façon dont il a parlé, et il ne loue jamais les femmes que je lui présente. Jamais. Vous lui présentez beaucoup de femmes? Quelques-unes, au fil des ans, mais il trouvait toujours un défaut. Il disait qu'elles étaient trop intéressées, trop frivoles ou trop fausses. Et moi, je ne suis rien de tout cela. Antoine s'arrêta au feu rouge et la regarda fixement. Vous êtes la personne la plus authentique que j'ai rencontrée depuis longtemps. Lucie sentit quelque chose d'étrange se mouvoir dans sa poitrine. Une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Antoine, oui. Pourquoi m'avez-vous vraiment choisi? Et ne me dites pas que c'était juste parce que je ne voulais pas votre argent. Il garda le silence un instant, réfléchissant à sa réponse. Parce que, lorsque je vous ai vu sur cette place pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé quelqu'un de réel, quelqu'un qui comprenait ce que c'était de tout perdre et de devoir reconstruire sa vie à partir de zéro. Vous avez tout perdu d'une certaine manière, mais c'est une conversation pour un autre jour. Lucie voulut insister, mais quelque chose dans son expression la fit changer d'avis. Tous avaient droit à leur secret. Le lundi matin, ils se marièrent à l'état civil de la mairie du Huné arrondissement. Ce fut une cérémonie simple, avec seulement les témoins obligatoires. Lucie portait une robe blanche discrète qu'ils avaient achetée spécifiquement pour l'occasion, et Antoine était impeccable dans un costume gris foncé. Quand l'officier demanda s'ils s'acceptaient l'un l'autre comme mari et femme, tous deux répondirent « oui » d'une voix ferme, mais évitèrent de se regarder dans les yeux. Le baiser qui scella l'union fut rapide et chaste, à peine un frôlement de lèvres. En sortant de l'état civil en tant que mari et femme, Lucie se sentit étrange. Elle était officiellement Madame Lucie Leclerc, pour l'instant du moins. « Comment vous sentez-vous » demanda Antoine quand ils montèrent dans la voiture. « Étrange » répondit-elle honnêtement. « Et vous, soulagé? Au moins une partie du problème est résolue. Quel est le prochain pas? Vous déménagez chez moi aujourd'hui. Demain, nous annoncerons notre mariage au reste de la famille et à mes amis. Comment cela se passera-t-il? Un déjeuner chez moi. Rien de très formel. Ma cousine Sabine sera là. Quelques cousins, ma secrétaire, quelques associés de l'entreprise. La cousine qui perdrait l'héritage si vous ne vous mariez pas? Celle-là même. Préparez-vous car elle ne sera pas du tout contente de la nouvelle. Cet après-midi-là, Lucie déménagea définitivement à la demeure d'Antoine à Caluire-et-Cuire. Madame Leroy, la gouvernante, la reçut de manière cordiale, mais réservée, lui montrant la chambre qui serait la sienne pendant les prochains mois. C'était une suite spacieuse au 2e étage, avec salle de bain privée, dressing et un petit coin salon avec fauteuil et une table. Les fenêtres donnaient sur le jardin arrière et la décoration était élégante, mais non ostentatoire. La chambre de monsieur Antoine est au bout du couloir, expliqua Madame Leroy. Si vous avez besoin de quelque chose pendant la nuit, vous pouvez m'appeler. Ma chambre est au 1er étage. Merci, Madame Leroy. Et désolé si tout cela est un peu confus.
Je sais que la situation est inhabituelle. La gouvernante la studia un moment. Ce n'est pas mon rôle de juger les décisions de Monsieur Antoine, dit-elle finalement. Mais je peux dire qu'il semble plus heureux depuis qu'il vous a rencontré. Vraiment? Oui. Il était très stressé dernièrement, préoccupé par cette affaire d'héritage. Maintenant, il est plus calme. Lucie arrangea ses nouveaux vêtements dans le dressing, organisa ses quelques objets personnels et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. De là, elle pouvait voir Antoine près de la piscine, parlant au téléphone et gesticulant beaucoup. Il semblait discuter d'une affaire professionnelle. C'était étrange de l'observer chez lui, dans son environnement naturel. Il y paraissait différent, plus détendu et sûr de lui. Sur la place, quand il l'avait abordé, il y avait une certaine désespérance dans sa posture. Maintenant, marchant dans le jardin de sa demeure, il était clairement un homme prospère et maître de sa vie, ou du moins c'est ce qu'il semblait de l'extérieur. Pendant le dîner qu'ils partagèrent dans la salle à manger plus petite et intime de la maison, Antoine expliqua quelques détails sur le fonctionnement de la routine domestique. Le petit déjeuner est servi à 7h30. Madame Leroy prépare toujours des options variées. Le déjeuner est à 12h30 et le dîner à 20h. Mais si vous voulez manger à d'autres heures, il suffit de prévenir. Et les week-ends, normalement je travaille les samedis matins, mais l'après-midi et les dimanches, je suis libre. Parfois j'ai des engagements sociaux, des événements d'entreprise, ce genre de choses. Et maintenant que nous sommes mariés, vais-je devoir vous accompagner à ces événements? À certains, oui, mais rien de très fréquent. Ils mangèrent dans un silence relatif pendant quelques minutes, s'habituant encore à la nouvelle dynamique entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers, mais pas non plus exactement des intimes. « Puis-je poser une question ?» dit Lucie finalement. « Bien sûr. Pourquoi votre grand-père a-t-il mis cette condition dans le testament ?»« Celle de devoir se marier. » Antoine soupira et posa sa fourchette sur son assiette. « Mon grand-père est un homme très traditionnel. Il s'est marié à 22 ans et est resté avec ma grand-mère jusqu'à son décès, 48 ans plus tard. Pour lui, le mariage et la famille sont la base d'une vie stable et réussie. Et vos parents? Ils sont décédés quand j'avais 15 ans. Accident de voiture. Mon grand-père m'a élevé depuis. Je suis vraiment désolé. Merci. C'était il y a longtemps. Mais c'est encore difficile d'en parler. » Lucie le comprit parfaitement. Elle aussi avait perdu des personnes importantes et savait que certaines blessures ne guérissaient jamais complètement. C'est pour ça que vous ne vous êtes jamais marié avant, parce que vous avez perdu vos parents tôt et vous avez peur de vous attacher aux gens. Antoine la regarda surpris. C'est une observation très perspicace. J'étais psychologue avant de devenir professeur de littérature. J'ai fait 2 carrières. Je ne savais pas ça. Pourquoi avez-vous changé de domaine? Parce que j'ai découvert que j'aimais mieux analyser des personnages fictifs que des personnes réelles. Les personnages ne mentent pas sur qui ils sont, mais les personnes réelles, elles, mentent aussi tout le temps aux autres et à elles-mêmes. Antoine resta pensif. Et vous êtes-vous déjà menti à vous-même? Lucie hésita. C'était une question plus profonde qu'il n'y paraissait. Je crois que nous nous mentons tous à nous-mêmes de temps en temps. C'est une façon de survivre. Sur quoi vous mentez-vous à vous-même? Sur le fait d'être bien seul, sur le fait de n'avoir besoin de personne, sur le fait d'avoir complètement surmonté ce qui m'est arrivé à l'université. Ce fut plus d'honnêteté qu'elle n'avait eu l'intention d'en partager, mais quelque chose dans la manière dont Antoine écoutait la fit se sentir en sécurité pour s'ouvrir. Et moi, sur quoi croyez-vous que je me mens à moi-même? Lucie l'observa attentivement. Ses yeux bleus, la posture droite, mais légèrement tendue, la manière dont ses mains s'agitaient lorsqu'il réfléchissait. Sur le fait d'être satisfait de votre vie, sur le fait que le succès professionnel soit suffisant pour vous rendre heureux, sur le fait de ne pas vous sentir seul dans cette maison trop grande pour une seule personne. Ce fut le tour d'Antoine de paraître surpris. Comment savez-vous que je me sens seul? Par la manière dont vous regardez les choses quand vous croyez que personne ne fait attention. C'est le même regard que j'avais quand je vivais encore seul dans mon appartement avant que tout ne s'écroule. Ils restèrent silencieux quelques minutes, absorbant les révélations inattendues qu'ils avaient partagées. « Lucie, dit Antoine finalement, puis-je vous poser une question personnelle? Vous pouvez. Qu'est-il réellement arrivé à l'université? Qui est celui qui vous a nui et pourquoi? » Lucie sentit sa poitrine se serrer. C'était un sujet qu'elle évitait de penser, mais qui ne sortait jamais complètement de son esprit. Il y avait un professeur plus âgé dans le département, le professeur Bertrand Morel. Il s'intéressait à moi, mais j'ai toujours clairement fait savoir que je n'étais pas intéressé. Quand j'ai commencé à être envisagé pour un poste permanent qu'il voulait aussi pour un de ses filleuls, il a décidé de me saboter. Comment? Il a falsifié des documents faisant croire que j'avais copié des parties de ma thèse de doctorat d'autres auteurs. Il a planté des preuves sur mon ordinateur, soudoyé des gens pour qu'ils témoignent contre moi. Quand l'enquête a commencé, n'avez-vous pas pu prouver votre innocence? L'université n'a pas remis en question les preuves. Ou plutôt, elle les a remises en question. Mais Bertrand était très respecté et influent.
Il avait des amis à des postes importants. J'étais juste une jeune professeure, sans beaucoup de connexions politiques. Qu'est-il arrivé à la fin? J'ai été licencié. Mon nom a été publiquement sali. D'autres universités ne voulaient pas m'embaucher. J'ai perdu mon appartement car je ne pouvais plus payer le loyer. Mes amis se sont éloignés car ils ne savaient pas s'ils devaient me croire ou croire les accusations. Lucie sentit les larmes commencer à monter, mais elle les retint. En quelques mois, j'ai tout perdu. Carrière, maison, amis, réputation. Quand l'argent a manqué, j'ai fini dans la rue. Et vous n'avez jamais essayé de lutter contre les accusations? J'ai essayé. J'ai engagé un avocat avec le peu d'argent que j'avais, mais nous n'avons pas obtenu de preuves suffisantes pour inverser la situation. L'avocat m'a dit qu'il serait préférable d'accepter un accord et de passer à autre chose. Être changé de ville et commencer une nouvelle carrière. Mais vous ne l'avez pas accepté. Non, parce qu'accepter signifierait admettre que j'ai fait quelque chose de mal et je ne l'ai pas fait. Antoine se leva et alla jusqu'à la fenêtre, restant dos à elle quelques instants. « Lucie, dit-il sans se retourner, si vous pouviez avoir une seconde chance de prouver votre innocence, la saisiriez-vous? Bien sûr, mais je ne sais pas comment ce serait possible maintenant. » Antoine se retourna pour la regarder. « Et si je vous disais que je connais des gens qui pourraient t'aider, des détectives privés, des avocats spécialisés, des gens avec des ressources pour découvrir la vérité ?» Lucie sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi feriez-vous cela? Notre accord n'incluait pas que vous dépensiez de l'argent pour tenter de blanchir mon nom, parce que c'est la bonne chose à faire. Et pourquoi? Parce que je vous apprécie, Lucie. Comme personne, comme amie, et les amis s'entraident. » Elle garda le silence, traitant ce qu'il avait dit. C'était une offre généreuse, mais aussi dangereuse. Cela signifiait s'ouvrir de nouveau, revivre toute la douleur et l'humiliation du passé. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. L'offre tiendra toujours. » Le lendemain matin, Lucie se réveilla dans son nouveau lit, dans sa nouvelle chambre, dans sa nouvelle vie temporaire. Pour la première fois en des mois, elle avait dormi une nuit entière sans se réveiller en sursaut. La sensation de sécurité était presque étrange après tant de temps. Elle descendit déjeuner et trouva Antoine déjà assis à table, lisant Le Monde et buvant du café. Il portait un costume gris de laine et semblait prêt pour une autre journée de travail. « Bonjour », le salua-t-elle en s'asseyant sur la chaise d'en face. « Bonjour. Vous avez bien dormi ? » « Très bien, merci. » Madame Leroy apparut avec un plateau de fruits frais, croissants, fromage et jus. « Madame Lucie, » dit la gouvernante, « à partir d'aujourd'hui, vous pouvez me dire quelles sont vos préférences pour les repas. J'aime savoir ce que les gens de la maison aiment manger. »« Je ne suis pas très difficile, » répondit Lucie. « Je mange pratiquement de tout. Avez-vous des allergies? Des restrictions alimentaires? » « Non, aucune. » Après que Madame Leroy se fut retirée, Antoine expliqua le programme du jour. « Le déjeuner avec ma famille est à 12h30. Ce sera ici à la maison. Ma secrétaire s'occupe de tous les préparatifs. Combien de personnes viendront? 8. En nous comptant, vous et moi, ma cousine Sabine et son mari, 2 cousins du côté de ma mère, ma secrétaire Sandrine et 2 associés de l'entreprise. La cousine qui perdrait l'héritage si vous ne vous mariez pas? Celle-là même. Préparez-vous car elle ne sera pas du tout contente de la nouvelle. » Après qu'il fut parti, Lucie se retrouva seule dans la demeure pour la première fois. C'était étrange de se sentir dans un endroit si grand et luxueux. Elle décida d'explorer un peu la maison. La bibliothèque au 2e étage l'impressionna particulièrement. Les murs étaient couverts d'étagères du sol au plafond, remplis de livres de tout type, classiques de la littérature mondiale, livres de business, biographies, même quelques romans contemporains. C'était clairement la bibliothèque de quelqu'un qui lisait vraiment. Pas seulement pour la décoration. Elle prit un exemplaire de La peste foi de Camus de l'étagère et s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre. Il y avait si longtemps qu'elle ne lisait pas pour le pur plaisir, sans la pression de préparer des cours ou des recherches académiques. Madame Leroy la trouva là quelques heures plus tard. « Madame Lucie, excusez l'interruption, mais j'ai besoin de confirmer quelques détails sur le déjeuner. »« Bien sûr. Dites-moi, mademoiselle veut que je prépare un plat spécial, ou puis-je continuer avec le menu que j'ai déjà prévu? Ce que vous avez prévu est parfait. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Madame Leroy hésita un moment avant de parler. « Puis-je faire une observation personnelle? » « Bien sûr. C'est bien de voir Monsieur Antoine avec quelqu'un qui apprécie les livres. Son ex-petite amie n'entrait jamais dans la bibliothèque. Elle disait que lire donnait mal à la tête. Il avait une petite amie sérieuse pendant presque 2 ans, Fanny. Une jolie fille, mais très, matérialiste. Lucie sentit de la curiosité, mais ne voulut pas paraître indiscrète en posant trop de questions. Qu'est-il arrivé entre eux? Elle a rompu avec lui quand elle a découvert qu'il devrait se marier avant ses 35 ans pour recevoir l'héritage. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de pression pour se marier. C'était ironique, pensa Lucie. L'ex-petite amie n'avait pas voulu épouser Antoine, et maintenant il était marié à une complète inconnue.
À 12h15, Antoine rentra chez lui et alla directement dans sa chambre pour se changer. Quand il descendit, il portait un pantalon de ville noir et une chemise blanche. Un look plus décontracté, mais toujours élégant. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Nerveuse » admit Lucie. « Et s'ils ne m'apprécient pas, vous leur plairez. Et même si vous ne leur plaisez pas, peu importe. Le seul qui doit approuver notre mariage est mon grand-père et il l'a déjà approuvé. » Les invités commencèrent à arriver à 12h30 précises. D'abord arrivèrent Sandrine, la secrétaire d'Antoine, une femme de 40 ans à l'apparence professionnelle et au sourire aimable, et les deux associés de l'entreprise, des hommes d'âge mûr, qui saluèrent Lucie poliment, mais sans grand intérêt. Puis arrivèrent les cousins d'Antoine, Charles et Georges, tous deux âgés d'environ 40 ans avec leurs épouses respectives. Ils semblaient sympathiques et traitèrent Lucie avec cordialité. Sabine arriva la dernière, accompagnée de son mari. C'était une femme grande, blonde, bien habillée, avec une expression que Lucie identifia immédiatement comme hostile. Elle devait avoir environ 40 ans et portait des bijoux chers qui brillaient à chaque geste. « Alors, c'est vous la fameuse Lucie », dit Sabine quand Antoine les présenta. « Quelle merveilleuse surprise de découvrir que mon cousin s'est marié sans en informer personne de la famille. » Son ton de voix laissait clairement entendre qu'elle ne considérait la surprise pas du tout merveilleuse. « Enchantée de vous connaître, Sabine », répondit Lucie en gardant son calme. « Le plaisir est le mien. Je suis très curieuse de connaître la femme qui a réussi à emmener mon cousin à l'hôtel en moins d'un mois de relation. »« Sabine, » intervint Antoine. « Nous allons déjeuner. Madame Leroy a préparé un menu spécial. » Pendant le déjeuner, Sabine bombarda Lucie de questions apparemment innocentes, mais clairement destinées à l'embarrasser ou à exposer des incohérences dans son histoire. « Et où exactement vous êtes-vous rencontrés » demanda Sabine en coupant le saumon. « Dans une librairie du centre-ville » répondit Lucie avec calme. Antoine cherchait un livre sur la gestion d'entreprise et moi, j'achetais un exemplaire de Foy les Misérables Foy pour le relire. Quelle coïncidence intéressante. Antoine déteste Foy les Misérables. Il a toujours dit que c'est un livre ennuyeux et démodé. Lucie regarda Antoine, qui parut un peu mal à l'aise. « Les gens peuvent changer d'avis sur la littérature, » dit-elle, « surtout quand ils rencontrent quelqu'un qui peut leur montrer une perspective différente sur les classiques. »« C'est vrai, » concorda Antoine rapidement. « Lucie m'a fait voir des aspects du livre que je n'avais jamais remarqués auparavant. »« Que romantique », commenta Sabine avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Et on m'a dit que vous étiez professeur d'université. Dans quelle université avez-vous travaillé ?» Lucie sentit son estomac se contracter, mais elle garda la voix ferme. « À l'université Lumière Lyon 2, département de lettres modernes. Intéressant. Et pourquoi êtes-vous partie de là, Sabine ?»« Sabine » dit Antoine avec un ton d'avertissement. Je ne pense pas qu'il soit approprié d'interroger Lucie comme s'il s'agissait d'un interrogatoire. C'est tout à fait bien, dit Lucie, touchant légèrement le bras d'Antoine. J'ai eu quelques divergences académiques avec des collègues, et j'ai décidé qu'il était temps de chercher de nouveaux horizons. Divergences académiques, répéta Sabine. Comment ça? Différence d'opinion sur la méthodologie d'enseignement et la direction des recherches. Rien de très dramatique. C'était techniquement vrai, bien qu'une version très adoucie des faits. Sandrine, la secrétaire, tenta de changer de sujet. « Antoine m'a dit que vous êtes très cultivée, Lucie. Cela doit être merveilleux d'avoir quelqu'un avec qui il peut converser sur les livres et l'art. »« Oui, ça l'est, » concorda Lucie, reconnaissante de l'intervention. « Antoine a une bibliothèque impressionnante. J'y ai lu quelques livres ce matin. »« Quel type de littérature appréciez-vous le plus ?» demanda Charles, l'un des cousins. « La littérature française classique principalement, mais j'aime aussi les auteurs contemporains. Récemment, je me suis intéressé aux biographies d'écrivains. La conversation coula de façon plus naturelle après cela, avec des discussions sur des livres, des voyages et des plans pour l'avenir. Sabine continua de lancer des regards méfiants à Lucie, mais arrêta les interrogations directes. Après le départ de tous les invités, Antoine et Lucie s'assirent dans le salon, tous deux clairement épuisés. « Comment croyez-vous que cela s'est passé ?» demanda-t-il. « Votre cousine me déteste », répondit Lucie directement. Sabine se méfie de tout le monde. Ne le prenez pas personnellement. Elle soupçonne clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre mariage, mais elle ne peut rien prouver. Et même si elle le pouvait, que ferait-elle? En parler à mon grand-père. Il nous a déjà approuvé. Antoine, je dois vous demander une chose. Quoi? Détestez-vous réellement Foy les Misérables? Antoine sourit pour la première fois depuis le déjeuner. Je le déteste. Je crois que c'est un des livres les plus ennuyeux que j'ai jamais essayé de lire. Alors, pourquoi avez-vous dit que vous aviez changé d'avis à son sujet? Parce que j'avais besoin de vous défendre et c'était la première chose qui m'est venue à l'esprit. Lucie sentit quelque chose de chaud se mouvoir dans sa poitrine. Il y avait si longtemps que quelqu'un la défendait, même dans une petite situation comme celle-là. Merci, dit-elle doucement. De rien, nous sommes une équipe maintenant.
Vous vous souvenez? Au moins pour les prochains mois. Cette nuit-là, Lucie s'allongea dans son lit, pensant à ce qui s'était passé pendant la journée. Le déjeuner avait été une épreuve, et elle sentait qu'elle l'avait réussi, même avec l'hostilité de Sabine. Mais ce qui la perturbait le plus était la perception croissante qu'elle appréciait Antoine en tant que personne. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour ce qu'il faisait pour elle, c'était une sympathie authentique, voire de l'admiration. Et c'était dangereux car quand ces 6 mois seraient terminés, ils divorceraient et poursuivraient des vies séparées. Elle ne pouvait pas se permettre de développer de vrais sentiments pour un homme qui était marié avec elle seulement par commodité. Elle devait garder ses distances émotionnelles, être reconnaissante, cordiale, remplir sa part de l'accord, mais ne pas s'impliquer émotionnellement. C'était plus facile à dire qu'à faire. Le lendemain matin, un mardi, Antoine était parti tôt pour une réunion importante à l'entreprise. Lucie était en train de déjeuner seule quand Madame Leroy s'approcha avec une expression préoccupée. « Madame Lucie, il y a une personne ici qui veut vous parler. Avec moi? Qui? Un homme qui a dit s'appeler Bertrand et qu'il vous connaît de l'université. » Lucie sentit le sang se figer dans ses veines. Bertrand Morel, le professeur qui avait détruit sa vie. Que faisait-il là? Où est-il? Dans le salon de réception. Il a dit que c'était urgent. Lucie respira profondément, essayant de se calmer. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. « Dites-lui que je descends tout de suite. » Elle monta rapidement à sa chambre, changea de robe de chambre pour des vêtements plus appropriés et descendit affronter l'homme qui lui avait tout pris. Bertrand Morel était debout près de la fenêtre du salon, regardant le jardin. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, à l'apparence distinguée. Il portait costume et cravate, toujours aussi formel. Quand il la vit entrer, il se retourna avec un sourire qu'elle connaissait bien et avait toujours détesté. « Lucie, ma chère, comment allez-vous » différemment. « Qu'est-ce que vous voulez, Bertrand? Voyons, quelle froideur. Vous ne me saluez même pas correctement. Parlez. Qu'êtes-vous venu faire ici » Bertrand s'assit sans y être invité, croisa les jambes et adopta une posture détendue. « J'ai appris que vous vous étiez mariée avec un riche homme d'affaires. Félicitations. J'ai toujours su que vous étiez intelligente. Comment avez-vous su pour mon mariage ?»« Ah, Lucie, Lyon n'est pas si grande. » Les nouvelles se répandent. Un mariage éclair d'un entrepreneur influent avec une ex-professeure d'université attire l'attention. Lucie resta debout, gardant ses distances. « Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous êtes venu faire ici. » « Je suis venu faire une proposition, une offre de paix, pour ainsi dire. » « Quel genre d'offre ? » « Je suis prêt à admettre publiquement que les accusations contre vous étaient exagérées. Je peux même vous aider à blanchir votre nom académiquement. » Lucie sentit son cœur s'accélérer, mais elle se força à garder une expression neutre. En échange de quoi? Une somme symbolique, 50 000 €, pour couvrir certains inconvénients que je devrais affronter pour corriger la situation. Vous essayez de me faire chanter? Je préfère penser à cela comme une opportunité d'affaires. Vous avez accès à des ressources maintenant par le biais de votre mari. 50 000 € est une somme insignifiante pour un homme dans sa position. Lucie sentit la rage monter comme de la lave chaude. Vous avez détruit ma vie, vous m'avez fait perdre tout ce que j'avais, et maintenant vous voulez que je vous paie pour admettre que vous avez menti. Soyons pratiques, Lucie. Voulez-vous que votre nom soit nettoyé? C'est votre opportunité. Sinon, je peux vous assurer que les portes du milieu académique vous resteront fermées pour toujours. Sortez de chez moi. Réfléchissez bien à ma proposition. Vous avez 48 heures pour décider. Bertrand se leva et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Ah, et Lucie, votre mari sait-il pour votre passé, pour les accusations? Ce serait dommage s'il découvrait qu'il s'est marié avec quelqu'un à la réputation douteuse. » Sur ce, il partit, laissant Lucie tremblante de rage et de peur. Elle courut à sa chambre et s'y enferma. Ses mains tremblaient tellement qu'elle put à peine composer le numéro d'Antoine sur son portable. « Lucie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Je suis en réunion importante. Cela peut-il attendre que je rentre à la maison? Non, ça ne peut pas. C'est à propos de mon passé, de la personne qui m'a nui à l'université. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Je sors d'ici tout de suite. J'arrive dans 20 minutes. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et principalement à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Reprenons. Antoine arriva chez lui en 15 minutes, trouvant Lucie encore enfermée dans sa chambre. Elle ouvrit la porte quand elle entendit sa voix et il remarqua immédiatement qu'elle était visiblement affectée. « Qu'est-il arrivé ?»« Bertrand. Il était ici. Le professeur qui m'a accusé de plagiat. » Antoine la guida vers les fauteuils près de la fenêtre et s'assit en face d'elle. « Racontez-moi tout depuis le début. » Lucie relata la conversation, chaque mot, chaque menace voilée. Antoine écouta en silence, mais elle put voir la rage grandir dans ses yeux. « Il essaye de vous faire chanter, » dit Antoine, quand elle eut terminé. « Je sais,
Mais et s'il met ses menaces à exécution, et s'il raconte à votre grand-père les accusations, même si elles sont fausses, cela peut suffire à tout gâcher. Il ne va rien gâcher. Mon grand-père n'est pas le genre de personne à juger quelqu'un sans connaître les faits. Mais Bertrand peut inventer des preuves convaincantes. Il l'a déjà fait avant. Antoine garda le silence un instant, pensant « Lucie, vous me faites confiance ?» « Oui, je crois que oui. Alors, laissez-moi m'en occuper. J'ai des ressources et des contacts qui peuvent t'aider à gérer des hommes comme ça. Que vas-tu faire? Premièrement, je vais engager un détective privé pour découvrir tout ce qu'on peut sur les activités récentes de ce Bertrand. S'il essaye de vous faire chanter maintenant, il l'a probablement déjà fait avec d'autres personnes. Et après, nous allons exposer la vérité de la bonne manière, avec des preuves solides qui ne peuvent être remises en question. Lucie sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Cela va coûter beaucoup d'argent. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Préoccupez-vous de me donner toutes les informations que vous avez sur cet homme et sur ce qu'il vous a fait à l'université. Pourquoi faites-vous cela? Cela va bien au-delà de notre accord original. Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Parce que vous ne méritez pas de vivre dans la peur de quelqu'un qui vous a injustement nui, et parce que je me soucie de ce qui vous arrive. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit sentir à Lucie qu'il ne parlait pas seulement comme un ami serviable. « Antoine, ne dites rien maintenant », l'interrompit-il, toujours de dos. « Concentrons-nous d'abord sur la résolution de cette situation. Le reste, nous en parlerons plus tard. » Cet après-midi-là, Antoine annula tous ses engagements et se consacra à passer des appels et à organiser des rencontres avec des personnes qui pourraient l'aider. En quelques heures, il avait engagé l'un des meilleurs détectives privés de Lyon et organisé une consultation avec un avocat spécialisé en droit académique. « Comment avez-vous réussi à organiser tout cela si vite ?» demanda Lucie, impressionnée. « Quand vous avez des ressources et que vous savez à qui parler, les portes s'ouvrent, » répondit-il. « Demain matin, nous allons rencontrer l'enquêteur. Il aura besoin de tous les détails que vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Et si Bertrand découvre que nous l'investiguons, tant mieux, les hommes comme lui deviennent négligents quand ils sont nerveux. » Cette nuit-là, pendant le dîner, Antoine raconta à Lucie sa propre expérience avec les chantages et les menaces. « Quand j'étais plus jeune et que j'assumais progressivement l'entreprise de mon grand-père, plusieurs personnes ont essayé de m'extorquer, d'anciens employés insatisfaits, des concurrents, même quelques parents éloignés. J'ai appris que la seule façon de traiter ce genre de personnes est de les affronter de front. Et cela a-t-il toujours fonctionné? Les maîtres chanteurs sont des lâches par nature. Quand ils réalisent que vous n'allez pas vous laisser intimider, ils reculent normalement. Mais, et si Bertrand est différent, alors nous allons détruire sa crédibilité une bonne fois pour toutes, légalement, mais définitivement. » La détermination dans la voix d'Antoine était réconfortante, mais Lucie sentait encore un nœud dans l'estomac. Elle connaissait Bertrand depuis des années et savait qu'il était astucieux et malveillant. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-elle après un moment. « Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié avant? Je veux dire pour de vrai, pas pour l'héritage. » Antoine hésita, jouant avec sa serviette. « Parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me donne l'impression que le risque en valait la peine. » « Quel risque? Le risque d'ouvrir mon cœur à quelqu'un et ensuite de perdre cette personne, comme cela est arrivé à mes parents. » Lucie comprit. C'était la même raison pour laquelle elle s'était tenue à l'écart des relations sérieuses pendant des années. « Et maintenant vous prenez ce risque avec moi ?» Antoine la regarda dans les yeux pour la première fois de la conversation. « Je crois que j'ai déjà commencé à le courir, que je le veuille ou non. » Lucie sentit son cœur s'accélérer. Il y avait une intensité dans son regard qui lui fit réaliser que la dynamique entre eux avait changé. Ils n'étaient plus seulement deux étrangers remplissant un accord commercial. « Antoine, je sais, c'est compliqué. Ce n'était pas ce que nous avions prévu. Nous ne pouvons pas nous compliquer émotionnellement. Quand tout cela sera terminé, nous déciderons ce que nous voulons faire de ce qui se passe entre nous. » Lucie resta éveillée tard cette nuit-là, pensant à la conversation. Elle était en territoire inconnu. Elle s'était mariée avec Antoine pour résoudre un problème pratique de lui et relancer sa propre vie. Elle n'avait pas prévu de s'impliquer émotionnellement, mais il était trop tard. Elle était déjà impliquée. Le lendemain matin, Antoine et Lucie se réunirent avec le détective privé dans un café discret au centre-ville. Michel Giraud était un homme de 50 ans, ex-policier, à l'apparence ordinaire, qui passait inaperçu dans n'importe quelle foule. « J'ai besoin de tous les détails sur ce professeur », dit Michel Giraud en ouvrant un carnet. « Nom complet, où il travaille maintenant, quelles sont ses habitudes, qui sont ses amis et contacts. » Lucie fournit toutes les informations dont elle se souvenait sur Bertrand. Michel Giraud prit des notes méticuleuses et posa occasionnellement des questions spécifiques. Et sur l'époque de l'accusation, qui d'autre était impliqué dans le processus? Il y avait un comité d'enquête formé de 5 professeurs. Le coordinateur était un ami proche de Bertrand, Noms.
Lucie fournit les noms et toutes les circonstances dont elle pouvait se souvenir. Michel Giraud sembla satisfait du volume d'informations. « Je vais commencer par enquêter sur les activités actuelles de ce Bertrand », expliqua-t-il. « S'il essaye de vous faire chanter, ce n'est probablement pas la première fois. Les hommes comme ça ont des schémas de comportement. Combien de temps cela va-t-il prendre ?» demanda Antoine. « Pour avoir des informations préliminaires, 1 semaine. Pour construire un dossier solide, peut être 1 mois. Et s'il met ses menaces à exécution avant cela, alors nous serons prêts à contre-attaquer immédiatement. » En sortant de la réunion, Antoine semblait confiant, mais Lucie était encore inquiète. Et si à la fin nous découvrons que nous n'avons pas de preuves suffisantes pour prouver qu'il a falsifié les accusations, alors au moins nous aurons suffisamment d'informations pour neutraliser toute tentative de chantage futur. « Ce n'est pas suffisant pour moi, » dit Lucie avec fermeté. « Je veux que la vérité soit connue. Je veux que mon nom soit complètement blanchi. » Antoine cessa de marcher et la regarda. « Et vous l'obtiendrez. Je vous le promets. » Il y avait une conviction dans sa voix qui fit que Lucie crut pour la première fois en des mois qu'il était peu être possible de récupérer sa réputation et sa carrière. Pendant le reste de la semaine, la vie dans la demeure suivit une routine relativement normale. Antoine sortait travailler le matin et rentrait en fin d'après-midi. Lucie passait la journée à lire dans la bibliothèque, à converser avec Madame Leroy et à essayer de ne pas penser obsessivement à l'enquête en cours. Le week-end, ils reçurent une invitation inattendue. « Mon grand-père veut nous inviter à un dîner spécial samedi soir », annonça Antoine le vendredi pendant le petit déjeuner. « Il y aura plus de monde de la famille. Quelques amis proches de lui. C'est assez formel. Il veut vous présenter à son cercle social. C'est une sorte d'approbation officielle. » Lucie sentit son estomac se nouer. Plus il y aurait de gens qui connaîtraient leur histoire inventée, plus le risque que quelqu'un découvre des incohérences serait grand. « Ça va bien se passer », la rassura Antoine comme s'il lisait dans ses pensées. Ce sont des gens éduqués. Ils poseront des questions polies et accepteront des réponses polies. Le samedi soir, Lucie s'habilla avec soin pour le dîner. Elle choisit une robe bleu foncé, élégante, mais discrète, des chaussures plates et confortables, et des bijoux minimaux. Elle voulait faire bonne impression, sans paraître qu'elle essayait d'impressionner. La maison du grand-père d'Antoine était pleine d'invités quand ils arrivèrent. Une vingtaine de personnes circulaient dans le salon, un verre à la main, conversant en petits groupes. Lucie reconnut quelques visages du déjeuner précédent, mais la plupart étaient inconnus. Robert les reçut chaleureusement. « Lucie, ma chère, quel plaisir de vous revoir. Vous êtes radieuse. »« Merci, monsieur Robert. La maison est magnifique. Venez, je veux vous présenter à quelques personnes spéciales. » Dans les 2 heures suivantes, Lucie fut présentée à des entrepreneurs, des médecins, des avocats, des professeurs à la retraite et leurs épouses respectives. Les conversations étaient superficielles, mais agréables, et elle réussit à se détendre progressivement. Ce fut pendant le dîner que la situation se compliqua. Elle était assise entre Antoine et une dame élégante de 60 ans appelée Madame Mercier, qui mentionna avec désinvolture. « Lucie, j'ai appris que vous étiez professeure à l'Université Lumière Lyon 2. Quelle coïncidence, ma belle-fille a également étudié les lettres. Peut-être vous connaissez-vous. »« C'est possible, » répondit Lucie avec précaution. « Quand a-t-elle obtenu son diplôme ? » ?»« Il y a environ 3 ans. Elle s'appelle Laura Martin. Elle parle toujours très bien des professeurs qu'elle a eus. » Lucie faillit s'étouffer avec le vin. Laura Martin avait été l'une de ses étudiantes les plus brillantes et aussi l'une des premières à l'abandonner lorsque les accusations de plagiat avaient éclaté. « Laura, oui, je me souviens d'elle, » dit Lucie en essayant de garder une voix neutre. « Quelle merveille. Je vais lui raconter que je vous ai rencontré. Je suis sûre qu'elle sera contente de savoir que vous allez bien. » Lucie échangea un regard préoccupé avec Antoine. Si Laura savait qu'elle s'était mariée avec un homme d'affaires riche, si peu de temps après avoir vécu dans la rue, elle poserait certainement des questions. Et Laura connaissait tous les détails sur les accusations à l'université. « En réalité, » dit Lucie rapidement, « je préfère ne pas mélanger ma vie actuelle avec mon passé professionnel. Je suis dans une phase de transition, vous comprenez ? Bien sûr, ma chère, je comprends parfaitement. » Mais Lucie remarqua que Madame Mercier resta curieuse de sa réaction, une personne de plus qui sortirait probablement de là, avec des questions sans réponse. Après le dîner, quand ils rentrèrent chez eux, Antoine demanda « Qui est Laura Martin ?» Lucie soupira. « Une ancienne élève, une de celles qui m'ont abandonné quand les accusations ont commencé. Croyez-vous que cela puisse causer des problèmes? Si elle découvre notre mariage et en parle à d'autres personnes de l'université, oui, cela peut être problématique. Nous nous en occuperons si cela arrive. Cela ne sert à rien de s'inquiéter à l'avance. » Mais Lucie était déjà en train de s'inquiéter. Elle avait l'impression de marcher sur un champ de mine où chaque faux pas pourrait faire exploser toute sa nouvelle vie. Le lundi, Michel Giraud appela avec les premières informations sur Bertrand. « Puis-je venir cet après-midi » demanda-t-il.
J'ai des choses intéressantes à vous montrer. Antoine annula une réunion pour être présent quand l'enquêteur arriva. Michel Giraud apporta un dossier rempli de documents et de photographies. Notre ami le professeur a été très occupé, commença-t-il en éparpillant des papiers sur la table du salon. J'ai découvert qu'il a appliqué le même stratagème à au moins 2 autres personnes au cours des 3 dernières années. Comment ça? Demanda Lucie. Une professeure de l'université de Bordeaux et un chercheur de l'université de Strasbourg. Les 2 ont été accusés de plagiat dans des circonstances très similaires aux vôtres. Et dans les 2 cas, Bertrand a été impliqué dans les comités d'enquête. Antoine se pencha pour examiner les documents. Et qu'est-il arrivé à ces autres victimes? La professeure de l'université de Bordeaux a réussi à prouver son innocence après 2 ans de lutte juridique, mais elle a perdu le poste permanent qu'elle convoitait. Le chercheur de Strasbourg a complètement changé de domaine et travaille maintenant dans une entreprise privée. Cela prouve qu'il existe un schéma, dit Lucie sentant un mélange de soulagement et de colère. Exactement. Mais il y a plus. Bertrand a un fils qui fait son doctorat dans une université prestigieuse à Paris. Les frais de scolarité sont chers et, d'après les documents financiers auxquels j'ai pu accéder, son salaire de professeur ne serait pas suffisant pour couvrir ses coûts. Est-ce que quelqu'un le paie pour saboter d'autres professeurs? Demanda Antoine. C'est une possibilité. Ou utilise-t-il le chantage pour obtenir de l'argent supplémentaire? J'ai besoin d'enquêter plus en profondeur pour être sûr. Michel Giraud montra quelques photographies de Bertrand entrant et sortant d'immeubles chers, dînant dans des restaurants sophistiqués, conduisant une voiture qui coûtait beaucoup plus que ce qu'il pourrait payer avec son salaire. Son train de vie ne correspond pas à ses revenus officiels, observa l'enquêteur. C'est toujours un signal d'alarme. Que faisons-nous maintenant? Demanda Lucie. Maintenant, nous allons parler avec les autres victimes. Si nous parvenons à les faire collaborer, nous pourrons construire un dossier beaucoup plus solide. Dans les jours suivants, Michel Giraud réussit à contacter la professeure de l'université de Bordeaux et le chercheur de Strasbourg. Tous 2 se montrèrent intéressés à coopérer quand ils surent qu'il y avait d'autres victimes. La professeure de l'université de Bordeaux, la docteure Hélène Lefebvre, accepta de rencontrer Lucie dans un café à Lyon en fin de semaine. Je n'ai jamais pu le prouver, mais j'ai toujours su que Bertrand avait un intérêt personnel à me nuire, commenta Hélène pendant la rencontre. Il voulait le poste de coordinateur du programme de master que je convoitais. Et vous avez obtenu le poste après avoir prouvé votre innocence? Non, le poste est allé à un de ses protégés. J'ai complètement quitté l'université et j'ai commencé à travailler dans une école privée. Avez-vous encore des documents de votre processus? J'ai tout gardé. Je n'ai jamais pu me débarrasser des papiers dans l'espoir qu'un jour ils pourraient servir à quelque chose d'utile. Lucie se sentit moins seule pour la première fois en des mois. Il y avait d'autres personnes qui comprenaient exactement ce par quoi elle était passée. L'enquêteur de Strasbourg, le docteur Raphaël Dupont, partagea une histoire encore plus perturbante lors d'une vidéoconférence. Bertrand m'a cherché après la fin de mon dossier, raconta Raphaël. Il a dit qu'il pouvait m'aider à blanchir mon nom en échange d'une faveur. Il voulait que je falsifie des données d'une recherche qui bénéficierait à une entreprise qui lui versait des pots de vin. « Et vous l'avez fait ?» demanda Lucie. « Bien sûr que non, mais la menace était claire. Si je ne coopérais pas, il s'assurait que je ne travaillerais plus jamais dans aucune université du pays. » Antoine participait à toutes ces conversations, prenant des notes et posant des questions perspicaces. Lucie était impressionnée par sa capacité à comprendre rapidement les nuances de la situation. « Nous sommes confrontés à quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'un chantage individuel », observa-t-il après la conversation avec Raphaël. C'est de la corruption systémique. Michel Giraud fut d'accord. Et les hommes comme Bertrand travaillent rarement seuls. Il existe probablement un réseau de personnes impliquées. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Demanda Lucie. Cela signifie que lorsque nous exposerons cette situation, non seulement vous serez exonéré, mais vous serez considéré comme l'une des premières victimes d'un schéma beaucoup plus vaste. C'était plus que ce que Lucie avait osé espérer. Non seulement nettoyer son nom, mais être reconnu publiquement comme victime d'une injustice. Mais cela signifiait aussi que les risques étaient plus grands. Si Bertrand faisait partie d'un réseau de corruption, il avait des ressources et des connexions qui pourraient le rendre plus dangereux quand il se sentirait menacé. Le jeudi de la 2e semaine, après la visite de Bertrand, il apparut de nouveau à la demeure d'Antoine. Cette fois, il ne fut pas annoncé poliment par Madame Leroy. Il apparut simplement à la porte quand Lucie était seule à la maison. « Le temps est écoulé, Lucie, » dit-il dès qu'elle ouvrit la porte. « J'espère que vous avez réfléchi à ma proposition. »« Oui, j'y ai pensé. » répondit-elle, gardant la porte juste entr'ouverte. Et ma réponse est non. L'expression de Bertrand changea immédiatement. Le sourire faux disparut, révélant quelque chose de plus sombre. J'espère que vous ne regretterez pas cette décision. Je ne vais pas le regretter. Nous verrons. Votre petit mari sait-il qu'il est marié à une fraudeuse académique, une femme qui a volé les travaux d'autres professeurs? Il sait la vérité sur ce que vous avez fait. Bertrand parut sincèrement surpris.
Ah oui. Et qu'est-ce que vous croyez pouvoir prouver exactement? Plus que vous ne l'imaginez. Lucie ferma la porte et appela immédiatement Antoine. Il arriva chez lui en 10 minutes, accompagné de Michel Giraud, qui avait été appelé pour une réunion d'urgence. Il se sent sous pression, observa l'enquêteur. C'est bien, les personnes sous pression commettent des erreurs. Quel genre d'erreurs? Demanda Antoine. Ils vont essayer d'accélérer leur combine. Contacteront-ils des complices de manière négligente ou essayeront-ils de se débarrasser des preuves de manière précipitée? Et s'ils tentent de nuire à Lucie publiquement avant que nous réussissions à l'exposer, alors nous serons prêts à contre-attaquer immédiatement. Michel Giraud avait préparé une stratégie pour cette éventualité. Il avait des contacts dans les médias, comme Le Progrès ou France 3, qui pourraient publier la version vraie de l'histoire si Bertrand tentait de répandre des mensonges. Mais je préfère éviter une guerre publique, expliqua-t-il. Il est préférable de résoudre cela en coulisses de manière à ce que Bertrand soit contraint d'admettre la vérité sans causer plus de tort à personne. Comment? En le confrontant avec des preuves irréfutables de ses autres crimes. S'il sait qu'il peut être arrêté ou tout perdre, acceptera-t-il un accord où il confesse l'affaire de Lucie en échange de ne pas être poursuivi pour les autres fraudes? C'était un plan risqué, mais cela semblait être la meilleure option disponible. Le week-end, Antoine suggéra qu'il fasse quelque chose de relaxant pour se distraire de la situation stressante. « Que diriez-vous si nous allions au musée d'art contemporain de Lyon, Mac Lyon ?» proposa-t-il. « Il fait un temps magnifique et vous semblez avoir besoin d'une distraction. » Lucie pensa que c'était une bonne idée. Il y avait des années qu'elle n'avait pas visité le musée d'art contemporain à la Cité internationale de Lyon et elle avait toujours aimé se promener dans les jardins et observer les installations artistiques. Dans la voiture, en route vers le Mac Lyon, ils conversèrent sur des sujets plus légers. L'art, la musique, des lieux qu'ils avaient visités, des livres qu'ils avaient lus récemment. C'était réconfortant d'avoir une conversation normale après des semaines focalisées uniquement sur les problèmes et les enquêtes. « Puis-je poser une question ?» dit Antoine en conduisant. « Bien sûr. Si nous parvenons à résoudre tout cela avec Bertrand et à blanchir votre nom, que voulez-vous faire après ?» Lucie pensa un moment. « Reprendre l'enseignement est ce que j'ai toujours voulu faire. Enseigner la littérature, encadrer des recherches, travailler avec des jeunes désireux d'apprendre. À Lyon, je ne sais pas, peut-être vaudrait-il mieux commencer dans une autre ville, dans une autre région, où personne ne me connaît et où je pourrais avoir un nouveau départ complètement frais. » Antoine garda le silence quelques instants. « Et qu'en est-il de nous ?» demanda-t-il finalement. Lucie sentit son cœur s'accélérer. C'était la question que tous deux avaient évité de poser directement. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Notre situation est très compliquée. Pourquoi? Parce que cela a commencé comme un accord commercial. Comment puis-je être sûr que ce que je ressens est réel et pas seulement de la gratitude ou de la commodité? Et moi, comment puis-je être sûr que vous n'êtes pas là seulement pour l'argent et la sécurité? » C'étaient des questions justes et difficiles à répondre. Peut-être ne le découvrirons-nous que lorsque nous n'aurons plus aucune raison pratique d'être ensemble, dit Lucie. Peut-être. Au Mac Lyon, ils marchèrent dans les jardins dans un silence confortable, observant les installations artistiques et profitant de l'air pur et de la tranquillité du lieu. C'était le premier jour en des semaines où Lucie réussissait à se détendre complètement et à ne pas penser aux problèmes qui les entouraient. « Merci de m'avoir amené ici, » dit-elle quand ils étaient assis sur un banc observant une sculpture. « Merci d'avoir accepté de venir. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi tranquille. Même avec tous les problèmes que nous affrontons, surtout à cause d'eux, vous m'avez fait réaliser qu'il y a des choses dans la vie plus importantes que le travail et les obligations familiales. » Lucie le regarda. Le soleil de l'après-midi illuminait ses yeux bleus et il y avait une expression de sérénité sur son visage qu'elle voyait rarement quand ils étaient à la maison. Comme quoi, la vraie camaraderie, avoir quelqu'un avec qui partager les moments difficiles et les bons. Sentir que je n'affronte pas tout seul, elle comprit parfaitement. C'était exactement ainsi qu'elle se sentait aussi. « Antoine, je sais, c'est risqué que nous nous rapprochions ainsi, mais je ne peux pas l'éviter. » Lucie non plus ne pouvait l'éviter. Avec chaque jour qui passait, elle se sentait plus connectée à lui. Ce n'était pas seulement une attraction physique, bien que celle-ci existât aussi. C'était une affinité profonde, une sensation qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait complètement, mais il y avait encore la question de l'accord entre eux et la situation avec Bertrand et l'incertitude sur l'avenir. Le lundi, Michel Giraud appela avec des nouvelles urgentes. « J'ai besoin de vous parler immédiatement, » dit-il. « J'ai découvert quelque chose d'important sur Bertrand. » Ils se rencontrèrent au bureau de l'enquêteur au centre-ville. Michel Giraud avait une expression grave quand il les reçut. « J'ai organisé cette réunion ici car je soupçonne que votre maison pourrait être sous surveillance, » expliqua-t-il. « Comment ça ?» demanda Antoine. « Bertrand a engagé un détective privé pour découvrir tout ce qu'il peut sur vous.
spécialement sur votre mariage. » Lucie sentit le sang se figer. « Il soupçonne que notre mariage est faux. Non seulement il le soupçonne, il a des preuves. » Michel Giraud ouvrit un dossier et montra plusieurs photographies. Lucie se vit sur les images, depuis les jours où elle vivait sur la place Bellecour jusqu'au moment où elle entra dans la voiture d'Antoine pour la première fois. Comment a-t-il obtenu ces photos? Il vous a probablement suivi pendant des semaines, voire des mois, peut-être depuis que vous avez quitté l'université. Antoine examina les photographies avec une expression sombre. Que prétend-il faire avec ça? Vous faire chanter tous les deux. S'il prouve que le mariage est faux, il peut ruiner la réputation d'Antoine et vous faire perdre l'héritage. Et en ce qui me concerne, demanda Lucie, pour vous, ce serait encore pire. Vous seriez considéré comme une escroque qui a profité d'un homme riche. Cela détruirait toute chance de récupérer votre réputation académique. La situation était devenue beaucoup plus sérieuse que ce que n'importe lequel d'entre eux avait imaginé. Quelles options avons-nous? Demanda Antoine. Peu et tout risqué. Nous pouvons essayer d'exposer ces crimes avant qu'ils ne vous exposent, ou vous pouvez envisager d'officialiser le mariage pour de vrai. Comment ça? Demanda Lucie. Si vous êtes vraiment tombés amoureux et que vous voulez être ensemble, le mariage cesse d'être faux. Bertrand n'aurait plus rien à utiliser contre vous. Lucie et Antoine se regardèrent. C'était une solution logique, mais qui apportait d'énormes implications émotionnelles. Nous devons y réfléchir, dit Antoine. Nous n'avons pas beaucoup de temps, avertit Michel Giraud. D'après les informations que j'ai obtenues, Bertrand a l'intention d'agir dans les prochains jours. Sur le chemin du retour, Lucie et Antoine ne parlèrent presque pas. Tous deux étaient absorbés par leurs propres pensées, traitant la nouvelle réalité de la situation. Chez eux, ils s'assirent dans la bibliothèque, dans des fauteuils face à face, tentant de décider quoi faire. « Michel Giraud a raison, » dit Antoine finalement. « Si nous décidons que nous voulons être ensemble pour de bon, Bertrand ne peut pas nous nuire. Mais, et si nous prenons cette décision seulement par peur et non par amour réel, comment pouvons-nous être sûrs de ce que nous ressentons au milieu de toute cette pression? Peut-être ne pouvons-nous pas avoir une certitude absolue. Peut-être devons-nous faire confiance à ce que nous ressentons maintenant et espérer que ce soit réel. » Lucie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où ils avaient marché ensemble tant de fois ces dernières semaines. « Antoine, puis-je vous raconter quelque chose ? » « Bien sûr. Ces derniers jours, je me suis imaginé comment ce serait de continuer à vivre ici avec vous, non pas pour l'argent ou la sécurité, mais parce que je me sens chez moi, à vos côtés. » Antoine se leva et s'approcha d'elle. « Moi aussi, j'y ai pensé. Cette maison a toujours été très grande et silencieuse pour moi. Depuis que vous êtes arrivés, elle ressemble enfin à un foyer. » Ils restèrent l'un à côté de l'autre près de la fenêtre sans se toucher, mais sentant la proximité de l'autre. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Lucie. « Nous décidons si nous voulons essayer que cela fonctionne pour de bon, indépendamment de Bertrand, indépendamment de l'héritage, indépendamment de toutes les raisons pratiques qui nous ont amenés ici. Et vous, que voulez-vous » Antoine se retourna pour la regarder. « Je veux essayer. Je veux voir si ce que je ressens est réel et durable. Je veux nous donner une chance. » Lucie sentit son cœur s'accélérer. C'était ce qu'elle aussi voulait, mais elle avait peur de l'admettre. Et si ça ne fonctionne pas? Alors au moins nous saurons que nous avons essayé. C'est mieux que de passer le reste de la vie à se demander « et si ?» Lucie respira profondément et prit une décision. « D'accord, nous allons essayer. » Antoine sourit pour la première fois en des jours. Vraiment, vraiment. Il s'approcha davantage et toucha doucement son visage. « Puis-je vous embrasser pour de vrai cette fois ?» En réponse, Lucie se pencha vers lui. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme si tous deux testaient encore les limites de cette nouvelle dynamique entre eux. Puis il s'approfondit, chargé de semaines de tensions refoulées et de sentiments qu'ils avaient tenté d'ignorer. Quand ils se séparèrent, Antoine appuya son front sur le sien. « Alors, maintenant nous sommes vraiment mariés ? Je crois que oui. Comment vous sentez-vous ? Effrayée, espérante, heureuse ? Moi aussi, cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et surtout, à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Reprenons. Cette nuit-là, ils parlèrent tard de la manière dont leur nouvelle relation fonctionnerait. Ils décidèrent de prendre les choses calmement, de mieux se connaître comme un vrai couple, et non comme des personnes jouant un rôle. « Je veux connaître la vraie Lucie », dit Antoine. « Pas la professeure qui a tout perdu, pas la femme qui vivait dans la rue, mais qui vous aide vraiment sous toutes ces circonstances. Et moi, je veux connaître le vrai Antoine, » répondit-elle. « Non seulement l'homme d'affaires prospère ou le petit-fils dévoué, mais la personne que vous êtes quand personne ne vous regarde. » C'était un nouveau départ pour tous deux, mais ils devaient encore affronter Bertrand. Le lendemain matin, Michel Giraud appela avec une proposition risquée. « Je veux confronter Bertrand directement avec les preuves que nous avons sur ses autres crimes, dit-il. Si nous le faisons de la bonne manière, nous pourrons
être l'obliger à reculer sans avoir besoin d'exposer votre mariage. Comment? Demanda Antoine, en organisant une réunion avec lui, en lui montrant que nous savons pour la professeure de l'université de Bordeaux et le chercheur de Strasbourg, et en lui faisant comprendre que nous pouvons ruiner sa vie, tout comme il a ruiné la vie d'autres personnes. C'était risqué, mais cela pourrait fonctionner. Les hommes comme Bertrand ne comprenaient que le langage de la force. La réunion fut programmée pour la fin de l'après-midi dans un hôtel discret du centre-ville. Antoine insista pour accompagner Lucie et Michel Giraud. Bertrand arriva ponctuellement avec une expression confiante qui disparut rapidement quand il vit qu'il ne traitait pas seulement avec Lucie. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il quand ils s'assirent dans une salle réservée. « Une conversation sur des vérités inconfortables » répondit Michel Giraud, en ouvrant un dossier rempli de documents spécifiquement sur vos activités extralégales au cours des 5 dernières années. L'expression de Bertrand changea complètement quand il vit des photographies, des extraits bancaires et des témoignages d'autres victimes éparpillés sur la table. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Non. Alors laissez-moi clarifier, » dit Michel Giraud avec calme. « Hélène Lefebvre, Université de Bordeaux. Raphaël Dupont, Université de Strasbourg. Lucie Dubois, Université Lumière Lyon 2. 3 professeurs faussement accusés de plagiat académique dans des situations où vous avez eu un accès privilégié au processus d'enquête. » Bertrand était visiblement pâle. « Maintenant, cela ne prouve rien. » « Non? Et qu'en est-il des paiements irréguliers que vous avez reçus d'entreprises intéressées à favoriser certains candidats dans des concours académiques ou des documents falsifiés que nous avons trouvés dans votre bureau, l'université? C'était un bluff. Mais Michel Giraud le présenta avec tant de conviction que Bertrand le crut. « Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons que vous cessiez de harceler Lucie, » dit Antoine parlant pour la première fois à la réunion. « Nous voulons que vous admettiez publiquement que les accusations contre elle étaient fausses. Et nous voulons que vous vous retiriez discrètement de la vie académique avant que nous ne décidions d'exposer tout ce que nous savons sur vous. Et si je n'accepte pas ?» Michel Giraud se pencha en avant. « Alors, demain matin, toutes les universités du pays recevront un rapport détaillé sur vos activités. Les médias recevront également des copies et la police recevra des preuves de délits fédéraux liés à la corruption dans les institutions d'enseignement supérieur. » Bertrand garda le silence pendant plusieurs minutes, calculant clairement ses options. « Et si je fais ce que vous demandez, quelle garantie y a-t-il que vous ne me poursuivrez pas après? Parce que nous n'avons aucun intérêt à détruire votre vie, » répondit Lucie. « Nous voulons juste que vous cessiez de détruire celle des autres. J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Vous avez 24 heures, » dit Michel Giraud. « Demain à la même heure, nous voulons votre réponse. » Bertrand sortit de la réunion clairement affecté. Michel Giraud était sûr qu'il accepterait l'accord. « Les hommes comme lui sont fondamentalement lâches, » expliqua-t-il. « Quand ils réalisent qu'ils peuvent tout perdre, ils choisissent toujours de sauver ce qu'ils peuvent. » Mais Lucie n'était pas si optimiste. « Et s'il décide de nous nuire avant de reculer, il a encore ces photographies de notre mariage, alors nous serons prêts à contre-attaquer immédiatement, » répondit Antoine. « Nous avons suffisamment de preuves pour détruire sa crédibilité plus rapidement qu'il ne pourra détruire la nôtre. » Cette nuit-là, Lucie et Antoine dînèrent à la maison, essayant de maintenir la normalité malgré la tension. Ils parlèrent de plans pour l'avenir, supposant que tout se passerait bien avec Bertrand. « Quand tout cela sera terminé, » dit Antoine, « j'aimerais mieux connaître votre domaine académique. Peut-être pourrez-vous m'enseigner la littérature française, pour de vrai, cette fois, pas seulement pour faire semblant devant ma famille. Voulez-vous vraiment apprendre ou essayez-vous seulement de m'impressionner? Je veux apprendre. Je veux comprendre les choses qui sont importantes pour vous. » Lucie sourit. C'était l'une des choses qu'elle appréciait le plus chez Antoine, sa volonté sincère de grandir et d'apprendre. « Et moi, j'aimerais mieux comprendre vos affaires, » dit-elle. « J'ai toujours été intéressée par le fonctionnement des entreprises familiales, surtout celles qui ont traversé plusieurs générations. Notre entreprise a une histoire intéressante. Mon arrière-grand-père a commencé avec une petite quincaillerie et chaque génération l'a étendue à de nouveaux domaines. Et vous, que voulez-vous ajouter à l'héritage familial ?» Antoine pensa un moment. « Des projets sociaux, l'éducation pour les communautés défavorisées. Utiliser les ressources de l'entreprise pour faire une différence dans la vie des gens. » Lucie fut impressionnée. C'était une vision noble et très différente du stéréotype de l'entrepreneur avare. « C'est pourquoi il vous importe tant de recevoir l'héritage, pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. En partie aussi parce que c'est un héritage familial que je ne veux pas perdre, mais principalement oui pour les projets sociaux. » C'était une raison de plus pour Lucie de l'admirer. Antoine ne se battait pas seulement pour l'argent ou le statut, mais pour une opportunité de faire le bien. Le lendemain matin, Michel Giraud à Plateau. « Bertrand a accepté nos conditions, » annonça-t-il. « Il va signer une confession admettant qu'il a falsifié les preuves contre vous, Lucie, et il va prendre sa retraite anticipée de l'université. » Lucie sentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Comment ça?
Il a simplement accepté. Nous avons découvert plus de choses sur lui pendant la nuit. Des preuves qu'il était impliqué dans des combines encore pires que ce que nous pensions. Quand nous le lui avons présenté ce matin, il a réalisé qu'il n'avait pas le choix. Quel genre de preuves? Je préfère ne pas entrer dans les détails par téléphone. Venez à mon bureau cet après-midi et je vous expliquerai tout personnellement. Au bureau de Michel Giraud, ils découvrirent l'étendue complète des crimes de Bertrand. En plus de saboter des carrières académiques, il avait été impliqué dans des fraudes lors d'appels d'offres universitaires, des ventes illégales de places dans des cours de 3e cycle et même dans des schémas de blanchiment d'argent. C'est beaucoup plus vaste que ce que nous imaginions, expliqua Michel Giraud. Quand je lui ai montré que nous avions des preuves de ses activités, il était désespéré de parvenir à un accord. Et la confession sur mon cas est déjà signée et enregistrée chez le notaire. Vous êtes officiellement acquittée, Lucie. Lucie sentit des larmes monter aux yeux. Après tant de mois d'humiliation et de désespoir, elle avait enfin sa réputation de retour. « Merci », murmura-t-elle à Michel Giraud. « Merci de ne pas avoir abandonné, et merci à vous aussi », dit-elle à Antoine en lui prenant la main, « pour avoir cru en moi et m'avoir donné les ressources pour découvrir la vérité. »« Vous n'avez pas à me remercier », répondit-il en serrant sa main. « Nous l'avons fait ensemble. » Dans les jours suivants, la confession de Bertrand se répandit rapidement dans le milieu académique. L'université émit un communiqué officiel exonérant Lucie et s'excusant pour le traitement qu'elle avait reçu. D'autres universités commencèrent à la contacter, lui offrant des postes. « Comment vous sentez-vous » demanda Antoine une nuit alors qu'ils célébraient chez eux avec une bouteille de champagne. « Libre », répondit Lucie. « Pour la première fois depuis plus d'1 an, je me sens complètement libre. Et que voulez-vous faire de cette liberté ?» Lucie réfléchit attentivement avant de répondre. « Je veux reprendre l'enseignement, mais ici à Lyon, si vous êtes d'accord. Je veux rester près de vous. Êtes-vous sûr? Ne voulez-vous pas un nouveau départ ailleurs? Mon nouveau départ est ici avec vous. » Antoine sourit et l'embrassa doucement. « Et qu'en est-il de notre accord original, les 6 mois, le divorce? Je crois que nous pouvons rompre ce contrat, n'est-ce pas? » Définitivement. 6 mois plus tard, Lucie était de retour dans les salles de classe, cette fois comme professeur titulaire à l'université Jean Moulin Lyon 3. Ses élèves l'adoraient, ses collègues la respectaient, et elle sentait enfin qu'elle était là où elle devait être. Antoine avait mis en œuvre ses projets sociaux, incluant un programme de bourse pour étudiants de milieux défavorisés qui voulaient poursuivre une carrière académique. Lucie l'aidait à sélectionner les bénéficiaires, s'assurant que de jeunes talents aient des opportunités qu'eux-mêmes avaient presque perdues. Robert, le grand-père d'Antoine, était devenu l'un des plus grands défenseurs de Lucie. Fréquemment, il disait à qui voulait l'entendre que son petit-fils avait choisi une femme exceptionnelle. « Elle a du cran », disait-il. « Elle a traversé des difficultés qui briseraient beaucoup de gens. Mais elle en est sortie plus forte. » Sabine, étonnamment, en vint aussi à respecter Lucie après avoir connu toute l'histoire. Elle alla même jusqu'à s'excuser pour son hostilité initiale. « Je pensais que c'était juste une opportuniste de plus derrière l'argent de la famille », admit-elle pendant un déjeuner familial. « Je ne savais pas que vous aviez traversé tout cela. » Une nuit, alors qu'ils étaient dans la bibliothèque à lire ensemble, Antoine posa une question qui était dans l'esprit de tous deux depuis des semaines. « Lucie, regrettez-vous quelque chose de la façon dont tout s'est passé entre nous ?» Elle ferma le livre et le regarda. « De rien d'important. » « Et vous ? Moi non plus. Bien que notre début ait été peu conventionnel, c'était peu être exactement comme cela devait être. Si nous nous étions rencontrés dans des circonstances normales, nous n'aurions être jamais été aussi profondément liés. Comment ça? Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions tous les deux à des moments vulnérables de nos vies. Vous avec la pression de l'héritage, moi avec ma situation désespérée. Cela nous a obligés à être complètement honnêtes l'un envers l'autre dès le début. Antoine hocha la tête. Dans les relations conventionnelles, les gens cachaient souvent leurs problèmes et leurs insécurités jusqu'à très tard dans la relation. Eux avaient dû affronter les difficultés ensemble dès le premier jour. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Lucie. « Toujours. Quand avez-vous su que vous tombiez amoureux de moi? Pour de vrai, pas seulement en respectant notre accord. » Antoine pensa attentivement. « C'est quand vous avez affronté Bertrand cette première fois qu'il est apparu ici. J'ai vu le courage que vous avez eu de lui faire face, même en ayant peur. À ce moment-là, j'ai réalisé que vous étiez bien plus forte que n'importe quelle circonstance à laquelle vous étiez confrontée. Et vous, quand l'avez-vous su? Quand vous m'avez défendu au déjeuner avec votre famille, même en sachant que vous détestiez foi les misérables, répondit-elle en riant. J'ai vu que vous étiez prêt à me protéger même quand vous n'étiez pas obligé de le faire. Ils sourirent, se remémorant ce moment qui semblait maintenant s'être passé il y a très longtemps. 2 ans après, Lucie était enceinte de leur premier enfant. La grossesse avait été planifiée, et tous deux étaient enthousiastes à l'idée de former une vraie famille. « Comment expliquerons-nous à nos enfants comment nous nous sommes rencontrés ?» demanda Antoine une nuit, les mains sur le ventre de Lucie. « Nous dirons la vérité ?» répondit-elle,
que parfois les meilleures choses de la vie arrivent de la manière la plus inattendue. Et s'ils demandent pourquoi vous viviez dans la rue, nous leur enseignerons l'injustice, comment parfois les mauvaises personnes nuisent aux bonnes personnes et l'importance de se battre pour la vérité, même quand cela semble impossible. Et sur la façon dont vous avez accepté d'épouser un étranger. Lucie sourit. Nous dirons que parfois il faut prendre des risques pour trouver le bonheur, et que votre père était très persuasif. Antoine rit et l'embrassa sur le front. Je suis reconnaissant chaque jour que vous ayez pris ce risque. Moi aussi. 3 ans après la première rencontre sur la place Bellecour, Lucie publia un livre sur son expérience, Reconstruction, une histoire d'injustice, d'amour et de seconde chance. Il devint un best-seller et fut utilisé dans des cours d'éthique académique dans plusieurs universités. Dans la dédicace, elle écrivit « À Antoine, qui m'a appris que les fins heureuses sont possibles quand on trouve quelqu'un prêt à se battre à vos côtés. Et à tous ceux qui affrontent l'injustice, n'abandonnez jamais la vérité. » L'argent des droits d'auteur fut reversé à un fonds qui aidait les professeurs confrontés à des persécutions académiques injustes. C'était une façon de s'assurer que d'autres personnes dans des situations similaires aient les ressources pour défendre leur réputation. Bertrand, quant à lui, disparut complètement du milieu académique. Les rumeurs disaient qu'il avait déménagé à la campagne et travaillait dans une entreprise familiale loin des universités. Aucune de ses victimes ne le chercha jamais pour des affrontements ou des vengeances. La vérité avait suffi. Michel Giraud continua de travailler comme détective privé, mais passa à se spécialiser dans les cas de corruption académique. Il disait que le cas de Lucie lui avait ouvert les yeux sur un problème beaucoup plus vaste dans le système universitaire français. Un jour, 5 ans après cette première rencontre sur la place, Lucie et Antoine emmenèrent leur fils de 2 ans jouer au parc de la Tête d'Or, où tout avait commencé, ou plutôt, dans un parc voisin pour se remémorer la place. L'enfant courait entre les bancs, riant et jouant, complètement inconscient de l'histoire dramatique qui s'y était déroulée des années auparavant. « Vous vous souvenez comment vous vous sentiez ce jour-là » demanda Antoine, montrant le banc où il l'avait trouvé cherchant de la nourriture. « Je m'en souviens » dit Lucie en observant l'enfant jouer. « Je me sentais perdu, sans espoir, comme si ma vie était terminée. Et maintenant ? Maintenant je sais que parfois la vie a besoin de se terminer complètement pour pouvoir recommencer de la bonne manière. » Antoine l'embrassa par derrière, appuyant son menton sur son épaule. « Merci d'avoir accepté ma proposition folle ce jour-là. Merci d'avoir fait la proposition. Même si c'était égoïste de ma part, je ne pensais qu'à résoudre mon problème d'héritage. Mais vous ne saviez pas que vous me sauviez aussi. Parfois, nous faisons la bonne chose pour les mauvaises raisons, et parfois les bonnes personnes se rencontrent dans les moments les plus improbables. » Ils restèrent là, observant leur fils jouer dans le parc, pensant à toutes les coïncidences impossibles qui les avaient menés à ce moment. Si Lucie n'avait pas tout perdu, si Antoine n'avait pas eu la pression de l'héritage, si Bertrand n'avait pas été si ambitieux, si Michel Giraud n'avait pas été si compétent, tout changement dans cette chaîne d'événements aurait pu aboutir à une fin complètement différente, mais toutes ces choses s'étaient produites exactement comme elles devaient se produire pour qu'ils se rencontrent l'un l'autre. « Croyez-vous au destin » demanda Lucie. « Je crois au choix » répondit Antoine. « Je crois que le destin peut mettre des opportunités sur notre chemin, mais c'est à nous de décider si nous allons les saisir. Et croyez-vous que nous avons bien saisi notre opportunité ?» Antoine regarda son fils, son épouse, la vie qu'ils avaient construite ensemble à partir d'une proposition absurde sur une place du centre de Lyon. « Je crois que nous l'avons saisi parfaitement. » Cette nuit-là, alors qu'ils couchaient leur fils, Lucie trouva une lettre ancienne dans un tiroir. C'était la première version du contrat qu'Antoine avait esquissé pour leur accord original. 6 mois de mariage faux en échange de 150 000 €. Elle montra le papier à Antoine. « Regarde ce que j'ai trouvé. » Il rit en voyant sa propre écriture, griffonnant des clauses sur aucune intimité physique et un divorce automatique après la période convenue. « J'aurais dû demander à un avocat de bien rédiger cela, » commenta-t-il. « Pourquoi ? Parce que ce contrat contient plusieurs lacunes que l'un ou l'autre aurait pu utiliser pour rompre l'accord. Comme laquelle ? Comme ici où il est dit que le mariage ne serait qu'une mise en scène, il ne précise pas ce qui se passerait si l'un des deux tombait vraiment amoureux. » Lucie sourit, une faille contractuelle très pratique. Extrêmement pratique. Elle déchira le papier en petits morceaux. « Maintenant, il n'y a plus de preuves que notre mariage a commencé comme un accord commercial. Tu es en train de détruire des preuves historiques importantes. Je crée de l'espace pour notre véritable histoire. » Antoine l'embrassa doucement. « Quelle est notre véritable histoire ? L'histoire de 2 personnes qui se sont rencontrées au bon moment, de la bonne manière, et ont décidé de construire une vie ensemble basée sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. J'aime mieux cette version. Moi aussi. » Des années plus tard, quand ils racontaient leur histoire à des amis ou à la famille, ils ne mentionnaient jamais les détails de l'accord original. Ils racontaient une rencontre fortuite sur une place,
une passion à première vue un peu atypique, et comment ils avaient décidé de se marier rapidement parce qu'ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Techniquement, ce n'étaient pas des mensonges. C'était juste des versions simplifiées d'une vérité beaucoup plus complexe. Parfois, la vérité la plus profonde ne réside pas dans les détails spécifiques de la façon dont quelque chose s'est produit, mais dans ce qui a résulté de ces événements. Et ce qui a résulté de la rencontre impossible entre un entrepreneur désespéré et une professeure en détresse fut une famille heureuse, des carrières reconstruites, des vies transformées, et la preuve que les secondes chances peuvent mener à des fins encore meilleures que les premières. 10 ans après, quand Antoine et Lucie renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime avec la famille et des amis proches, Robert fit un toast qui résuma parfaitement leur voyage, à mon petit-fils Antoine et à ma petite-fille Lucie, qui nous ont appris que le véritable amour peut naître des circonstances les plus improbables, grandir dans les conditions les plus difficiles et s'épanouir de la plus belle des manières, comme dans un conte de fées. Vous avez démontré que lorsque deux personnes sont prêtes à se battre ensemble pour la vérité, pour la justice et pour l'amour, il n'y a pas d'obstacle qu'elles ne puissent surmonter. Tous les invités applaudirent. Mais pour Lucie et Antoine, les mots les plus importants étaient ceux qui n'avaient pas besoin d'être prononcés à voix haute, qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre non seulement des partenaires romantiques, mais de véritables partenaires pour la vie. Et quand ils sortirent de cette célébration main dans la main sous les étoiles de Lyon, tous deux savaient que leur histoire ne faisait que commencer, car les meilleures des fins heureuses ne sont pas celles où tout se termine parfaitement, mais celles où tout recommence encore mieux. Fin de l'histoire. Et vous, chère auditrice, qu'avez-vous pensé du voyage de Lucie et Antoine? Croyez-vous que l'amour vrai peut naître des situations les plus inattendues? Avez-vous déjà affronté des moments dans votre vie où tout semblait perdu, mais avez fini par découvrir que ce n'était que le début de quelque chose de mieux? Partagez vos expériences dans les commentaires. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que parfois les meilleures opportunités viennent déguisées en défis. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur et montrent que la vie réserve toujours de merveilleuses surprises à ceux qui ont le courage de croire aux secondes chances.